Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette maison. Et je suis ravi d'être parmi vous en cette fin de matinée pour cette troisième édition des Assises de la finance participative. Et je crois savoir que vous êtes d'ailleurs à cet égard de plus en plus nombreux dans ces assises et dans ce paysage que constitue la finance participative qui est en pleine transformation depuis plusieurs années en France. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, cette transformation est impressionnante puisque entre 2013 et 2014, les montants levés ont doublé et entre 2014 et 2015, ils ont encore doublé. Ils sont passés de 150 millions d'euros à près de 300 millions d'euros avec une dynamique particulièrement importante sur les plateformes de prêt, de 90 à près de 200 millions d'euros collectés. Et côté investissement, la dynamique a elle aussi doublé, puisqu'elle est passée de 25 à 50 millions d'euros. Donc on le voit bien, c'est un secteur qui est en transformation dans notre pays et qui est un des leviers de financement particulièrement important auquel nous tenons beaucoup, parce qu'il fait partie de cette diversification dont notre pays a besoin. Et je le dis souvent, nous sommes plongés dans un environnement aujourd'hui d'innovation radicale dans tous les secteurs, et vous participez au quotidien à cette transformation justement du financement de notre économie, à une transformation, une innovation en profondeur du financement de notre économie. Et à ce titre, la finance participative, elle transforme le quotidien des Français, elle modifie leur rapport au crédit et au risque, elle bouleverse leur manière de s'engager. Et pour ne citer qu'un exemple, qu'un chiffre, c'est un peu plus d'1,3 million de nos concitoyens qui ont participé à un projet de crowdfunding, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, cette pratique se diversifie, que ce type d'intermédiation touche de plus en plus de monde, de plus en plus de secteurs d'activité, qui, pour soutenir un musicien, une écrivaine, accompagner le développement d'une PME, placer leur argent dans une start-up, donc avec des secteurs d'activité, des débouchés, eux aussi, de plus en plus variés. Alors j'entends parfois aussi les esprits chagrins s'exprimer, disant que la finance participative ne serait qu'un épiphénomène quand on la compare à ce que représente l'épargne financière des Français. C'est vrai, mais parce que ça n'est que le début. C'est ce que les gens n'ont pas vu, parce que la dynamique qui est en train de se créer depuis quelques années, eh bien, elle vient justement donner d'autres voies de diversification à cette épargne financière, aux différents modes de financement de notre économie, qui étaient des financements extrêmement structurés par des intermédiaires bancaires essentiellement ou assurantiels, et qui étaient liés à l'économie de rattrapage française qu'on a vu se déployer pendant des décennies. Aujourd'hui, nous devons inventer les voies et moyens de financement nouveaux pour notre économie et qui vont justement avec une forme d'économie nouvelle qui est beaucoup plus une économie de l'innovation et de la rupture. Et cette révolution, elle ne fait que commencer, pour trois raisons principalement. La première, c'est parce que, comme je le disais, vous êtes un champ d'innovation en soi, et nous sommes dans une économie de l'innovation, et donc vous portez une dynamique en termes d'usage, de réglementation, j'y reviendrai, de technologie, qui va avec les pratiques, qui participe aussi de cette décentralisation des choix, des pouvoirs, qui donne plus d'options à notre économie, plus de réactivité aussi à certains types de financement, et donc contribue à cette innovation. La deuxième raison, c'est que les financements proposés par les plateformes répondent à une demande. Et donc le développement du financement participatif, c'est une solution nouvelle, un choix nouveau, de la liberté supplémentaire pour les acteurs qui parfois ne trouvent pas des débouchés avec d'autres formes de financement. Il y a parfois des commerçants qui ne parviennent pas à accéder au financement bancaire et qui, dans le même temps, ont une forme sociale qui leur interdit l'émission obligataire, qui trouvent le financement par ce biais-là. Et les exemples sont nombreux pour montrer l'intérêt, justement, des plateformes de prêt ou de financement en fonds propres. Puis la troisième raison, c'est que les financeurs y trouvent du sens. Pourquoi ? Parce que pour les investisseurs, c'est un nouveau moyen d'investir des petits tickets dans des startups. Pour les prêteurs, c'est un nouveau moyen de diversification de leur épargne dans un contexte, on le sait, où les placements d'épargne réglementée ont des taux qui restent peu attractifs. Et surtout, la finance participative, elle transforme la relation que l'investisseur entretient avec son objet.
C'est une relation qui est plus directe, plus personnelle, plus perceptible, si j'ose dire. Et donc, c'est la philosophie même du projet d'investissement, de financement ou de don qui évolue. Et nous ne sommes à cet égard qu'au début de la révolution du financement participatif, j'en suis profondément convaincu. Alors dans ce cadre, le rôle de l'État, il est unique, c'est de permettre à cette révolution de se réaliser entièrement. Et pour ce faire, il s'agit à mes yeux d'abord de reconsidérer notre façon de réglementer. Classiquement, on a deux façons de réglementer dans notre pays. Ou bien on réglemente très en amont, et donc on construit ce faisant les voies et moyens de ne pas développer la sphère d'activité. C'est quelque chose qui est très bien fait, nous savons très très bien le faire, c'est-à-dire c'est une logique a priori, et donc elle consiste à imaginer tous les risques potentiels qui vont se développer, confier cela à des gens dont la spécialité est d'imaginer le risque, et ils trouvent toujours des risques, et du coup de construire le cadre réglementaire qui permet de ne pas développer l'activité, et donc ce faisant d'interdire évidemment que tout risque ne puisse advenir. Nous avons choisi de ne pas retenir cette voie, je vous rassure, pour ce qui concerne la finance participative. Il y a une deuxième voie, elle aussi, qui a été retenue à plusieurs occasions, qui est d'attendre que le risque ne survienne pour se décider à réguler. Nous l'avons fait aussi par le passé. On a commencé à réguler le risque industriel lorsque la fabrique de poudre de Grenelle a explosé en faisant 1000 morts. Ce n'est pas non plus une bonne idée, parce que ça peut conduire à justement des coups de balancier extrêmement brutaux, et surtout, il n'y a plus l'acceptation sociale pour, en quelque sorte, s'en remettre à la confiance béate à l'égard du comportement des acteurs. Et donc, ce qui est essentiel de faire, c'est d'avoir une régulation proportionnée, nourrie de l'intelligence des acteurs, des besoins économiques, sociaux, mais qui soit proportionnée en ce qu'elle permet justement à l'activité de se déployer. Et c'est ce cadre-là que nous avons voulu adopter, c'est-à-dire sécuriser et accompagner. Ce qui suppose un dialogue constant, et je me félicite de la qualité du dialogue que nous avons avec vous, ce qui suppose des ajustements multiples, parce qu'il faut en même temps toujours suivre l'innovation d'usage, l'innovation financière qui se joue, en particulier à travers ce secteur. Et donc il ne faut pas figer les choses, mais il faut accompagner le mouvement et lui donner un cadre sécurisé et contrôlé. Et c'est ce que nous avons voulu faire avec les plateformes. Et je pense très profondément que c'est une bonne chose pour le secteur, si c'est fait de manière proportionnée. Moi, je m'étonne toujours quand vous voyez les réactions de marché il y a quelques mois autour de Lending Club, qui est cette fierté française aux États-Unis, si je puis utiliser ce terme, dont le cours a soudainement été chahuté lorsque des rumeurs de réglementation du marché sont advenues. Bon, ça montre le peu de confiance que les marchés ont dans la réglementation ou la régulation, mais c'est une bonne chose qu'un marché se régule et soit réglementé, parce que ça donne un cadre sécurisé à tout le monde. Moi, à titre personnel, je m'inquiète lorsque je sais que quelqu'un opère et fait des grands profits dans un secteur qui fait l'objet d'une régulation incertaine. Parce qu'à coup sûr, c'est un risque embarqué à un moment donné, soit parce que quelque chose va devenir, soit parce que le risque de régulation, de toute façon, adviendra. Donc, l'objectif, c'est de nous donner de la visibilité mutuelle pour avoir un cadre sécurisé qui permet le développement de tous les acteurs. Alors, la réglementation française, elle a pour but d'accompagner votre développement sans attendre de savoir quel business model émergerait. Et pour ce faire, j'ai proposé, dès d'ailleurs le printemps 2015, des modifications du cadre législatif du financement participatif, alors que ce cadre était tout neuf, il avait à peine 6 mois, mais précisément pour pouvoir s'adapter aux besoins qui étaient identifiés. Ces modifications dans le cadre de la loi pour la croissance et l'activité, elles ont consisté à faire entrer les bons de caisse dans le cadre du financement participatif avec une finalité simple. C'est parce qu'il y avait des activités qui, objectivement, devaient relever du financement participatif au sens de la loi et qui n'entraient pas dans les catégories juridiques que nous avions définies. Et il fallait donc être pragmatique, réconcilier financement participatif au sens de la loi et financement participatif dans son acception commune. Nous avons choisi de garder la flexibilité des bons de caisse et les faire intermédier par les CIP. Et c'est le sens de l'ordonnance qui vient de partir au Conseil d'État, et donc elle sera dans les prochaines semaines
publiés. Elle procède d'une part d'un toilettage de l'outil bon de caisse et crée une sous-catégorie justement de bons de caisse que nous appelons mini-bons, qui seront intermédiés par justement les conseillers en investissement participatif. Je crois que c'est ainsi qu'on définira le bon cadre. C'est ce qui a été négocié durant tous ces mois et je pense que c'est ainsi qu'on assurera cette diversification du financement justement obligataire, de type obligataire. Les mini-bons constitueront des formes d'émissions obligataires très simplifiées qui seront notamment accessibles, comme c'est le cas pour les bons de caisse actuels, aux SARL. Ce qui était, on le sait bien, l'un des angles morts aujourd'hui de notre système de financement. Elles pourront être souscrites par des personnes morales ou physiques, et ce, dans la limite du plafond des conseillers en investissement participatif. Par ailleurs, nous avons saisi l'occasion fournie par cette ordonnance pour permettre aussi l'expérimentation des protocoles de type blockchain, justement, à ces modes de financement, et donc à ces mini-bons, parce que là aussi, je pense que c'est une bonne façon de saisir les innovations technologiques qui sont en cours, les innovations d'usage, et de voir justement quelles conséquences elles induisent, de pouvoir les inscrire dans un cadre, mais de leur permettre de se développer sur le marché français. Les acteurs pourront s'en saisir ou non, mais on a souhaité qu'il y ait cette possibilité d'expérimenter. Et je pense que c'est emblématique de ce que nous devons adopter face à toutes les innovations. Je le dis là parce que je pense que le rôle central que vous jouez dans les fintech est, comme dans tous les secteurs, un élément clé. L'innovation, elle porte des risques. Mais on doit les accompagner et on doit laisser les acteurs expérimenter. Sinon, de toute façon, on continue à se développer par ailleurs. Nous envoyons au reste du monde une image quasi régressive, qui consiste à dire que nous avons peur de l'innovation, et nous manquons de réalisme parce qu'elle continue de toute façon à se faire. Et donc là, en l'espèce, nous avons tenu à ce que l'innovation justement technologique et financière puisse trouver son cadre, c'est celui que je viens d'indiquer. Au-delà de ces modifications, j'ai pris connaissance des propositions d'évolution du cadre réglementaire que vous avez formulé, et le retour d'expérience des derniers mois sur le fonctionnement des différentes plateformes nous permet à cet égard d'envisager un certain nombre d'évolutions du cadre réglementaire. Alors s'agissant d'abord justement des conseillers en investissement participatif, le gouvernement envisage de passer le plafond d'offres de titres financiers de 1 million d'euros sur 12 mois glissants à 2,5 millions d'euros sur la même période, toujours sans prospectus. C'est un élément de simplification. Une condition sur l'offre, qui ne devra pas représenter plus de 50% de l'émetteur, sera ajoutée. Nous espérons que cela aidera justement les CIP à satisfaire la demande de financement d'entreprises plus matures ou de secteurs comme les énergies renouvelables, qui nécessitent des montants de fonds propres parfois un peu plus importants, sans pour autant tomber dans les rigidités tout à fait légitimes qu'on connaît lorsqu'il y a un appel public à l'épargne. Plus fondamentalement, nous pensons qu'il faut élargir les titres intermédiables en ouvrant la possibilité pour les conseillers en investissement participatif d'intermédier des titres participatifs d'une part et des actions de préférence et obligations convertibles d'autre part. C'était une demande récurrente du secteur, nous l'avons entendu et je pense qu'elle permettra là aussi d'améliorer l'offre. Cela vise à la fois à permettre justement à d'autres types de structures telles que les coopératives ou les établissements publics industriels et commerciaux d'avoir accès aux plateformes. Et cela permet aussi que lorsque le financement s'opère en cofinancement avec des fonds, eh bien, les épargnants puissent bénéficier du même type de conditions financières que les fonds et ainsi ne soient pas lésés, notamment lors des tours suivants. Ce qui, je pense, était un élément qui permet là aussi d'homogénéiser le fonctionnement du marché. Ce mouvement d'ouverture sur les titres intermédiables doit s'accompagner aussi d'une plus grande exigence sur la transparence des montages qui sont proposés. Et là-dessus, si nous encadrons et élargissons les titres intermédiables, ça n'est pas pour que, je dois vous le dire franchement, les règles soient contournables dès lors qu'une SAS est intercalée, ce que nous avons observé dans beaucoup de situations. Et donc autant, moi j'appelle de mes voeux un plus grand pragmatisme pour justement faire fonctionner le marché, donner sa place à l'innovation, autant lorsqu'on observe la mise en place de modèles de contournement qui sont insuffisamment transparents ou qui présentent des risques peu compréhensibles par l'épargnant, il nous faut mieux les encadrer. C'est pourquoi j'ai demandé à mes services, en lien avec les régulateurs, de réfléchir à l'encadrement des dispositifs avec structure intercalaire.
Certains modèles qui se sont développés, je pense en particulier au crowdfunding immobilier, ne sont pas satisfaisants à cet égard. C'était une adaptation parce que le cadre réglementaire était lui-même pas tout à fait adapté. Je pense qu'on répond à beaucoup des demandes qui étaient faites. En même temps, on ne va pas laisser s'installer des comportements avec SAS intercalaires et on va aller clarifier les règles du côté en particulier donc de l'immobilier dans les prochains mois. S'agissant ensuite des IFP, nous envisageons de donner plus de liberté aux investisseurs en relevant les seuils pour les prêts avec intérêt de 1 000 € à 2 000 € et celui des prêts sans intérêt de 4 000 € à 5 000 €. C'était là aussi une demande récurrente. On a eu de longs débats dans le cadre de la loi croissance et activité sur ce sujet. Et là encore, le retour d'expérience nous laisse penser qu'un tel élargissement peut se faire au bénéfice des entreprises financées et sans risque disproportionné pour le prêteur particulier. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais partager avec vous. D'abord, une conviction, qui est que le secteur que vous représentez, eh bien, il participe de l'innovation de notre économie, d'un changement de modèle et d'une diversification de nos modes de financement. Et puis du fait que, face à cela, nous devons adapter ensemble le cadre de régulation. Et quand je dis ensemble, ce ne sont pas des mots, les derniers mois l'ont montré. Nous avons eu un travail extrêmement, je crois, productif, contradictoire, et on doit continuer de l'avoir. C'est-à-dire l'idée que l'innovation puisse se faire à l'écart du régulateur n'existe pas dans des secteurs comme le secteur financier. Mais l'idée que la régulation se développe uniquement pour cantonner le risque et pour ne répondre en rien eh bien, au changement d'usage, aux besoins de financement de notre économie est aussi une chimère. Et donc c'est ensemble que nous continuerons à réglementer ce secteur, c'est-à-dire en regardant où sont les besoins de manière très pragmatique, de financement de notre économie, des différents secteurs, qu'il s'agisse du fonds propre ou de la dette, en nous comparant, parce que je pense que c'est un exercice indispensable, quand d'autres avancent très vite, il faut regarder ce qui se passe et adapter notre système, et puis en regardant les innovations qui sont faites au sein même de votre secteur pour pouvoir les accompagner. Et la meilleure façon que nous avons de les accompagner, c'est de les comprendre et de les sécuriser, comme je vous le disais. Vous savez, on a vécu par le passé plusieurs périodes d'enthousiasme formidable quand il y avait des innovations financières. Lorsqu'on ne l'a pas régulé à proprement parler, ça s'est toujours fini par des dommages conséquents et des traumatismes. Et on met parfois des décennies à s'en remettre, lorsqu'on ouvre trop vite, lorsqu'on n'explique pas bien aux épargnants quelle est la réalité du risque. Nous ne sommes pas la nation la plus exemplaire dans son rapport au risque, quand on regarde les choses. Les Français préfèrent l'immobilier et l'obligataire au financement en fonds propres et à la prise de risque, même à la détention en direct, bien souvent des actions. Eh bien, c'est cela qu'il faut aussi changer, cette mentalité. Eh bien, ça passe par un cadre qui rassure, par une régulation adaptée, par le travail qui est aussi le vôtre, c'est-à-dire celui d'intermédiaires aux avant-postes qui permettent de donner plus de dynamisme à ce cadre, plus de concret, comme je le disais aussi, un autre rapport à l'investissement, mais qui vont aussi conduire eh bien, à ce que nous réussissions ensemble cette petite révolution culturelle qui doit accompagner la révolution économique et technologique que nous vivons. Et donc, pour que l'avenir dure longtemps, comme disait le philosophe, il faut que nous le préparions dès aujourd'hui et que nous sachions voir loin. C'est l'objectif de ces aménagements que nous allons faire ensemble et surtout du travail que nous continuerons à faire ensemble parce que, comme vous l'avez compris, je crois très profondément à ce secteur et à sa pérennité. Merci pour votre attention.